En gros, donc, le principe des démocraties modernes avant le traité de Rome de 1957, c'est que les gens élisent des députés, des présidents, etc., qui décident des choses qui s'appliquent à nous. Voilà. Désormais, à partir de 1957, il y a un nouvel échelon. C'est ce traité international, co-signé par les pays membres, c'est un niveau au-dessus. Désormais, les États seront soumis à ces traités-là. Et ces traités-là, ils posent comme base, donc là je parle de ce qui est actuellement acté, en 1957 c'était beaucoup plus léger, aujourd'hui, en 2015, en France et au sein des 28 pays membres de l'Union européenne, Oui. les domaines que je vais citer ne sont plus des domaines qui relèvent des dites souverainetés nationales. C'est-à-dire que c'est plus les présidents, les députés, les ministres qui décident de ces choses. C'est quelque chose de capital. S'il faut retenir une seule chose de ces missions, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les présidents, les députés et tout ne décident plus des questions que je vais citer. Et Lesquels? donc, Quel domaine? je vais citer. Donc déjà, les domaines dans lesquels l'Europe décide de tout. Et met en place tout. Les questions de douane, la politique commerciale commune, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les États dont la monnaie est l'euro, Oui. les ressources de la mer et de la pêche. Tout ça, c'est des compétences dites Et l'agriculture exclusives. aussi, la PAC. Non, ça je vais y venir. Ah. Les compétences dites exclusives. Article Ensuite, 3, article 3 du TFUE. voilà, ça c'est très bien. Donc, Ah ouais, super. mais il faut les lire ces Précisez traités. d'où ça vient. Ah ouais, carrément. Il faut les lire ces traités. C'est capital. Alors, C'est écrit noir sur blanc. Juste, Oui, ça nous excuse-moi. concerne au quotidien en plus. Donc, Excuse-moi, juste donc là, ce que tu dis et ce que tu vas dire ensuite, je l'ai devant moi, c'est sur Wikipédia, Voilà. visible par tout le monde, et d'ailleurs précisé sûrement juste après le tableau ou un peu avant, je sais pas exactement, que 60 à 80% de la législation faite dans un État est faite en réalité par Bruxelles au niveau européen. Voilà. 60 à 80%. Et du moins dans les domaines clés. Ensuite, maintenant, ce que je vais décliner, qui est beaucoup plus vaste, hein, c'est des domaines qu'on appelle partagés. Et en fait, quand on va voir la définition du traité, du mot partagé, dans le traité en question, on s'aperçoit qu'en fait, ça veut dire que l'Europe décide de tout et qu'elle met en place en collaboration avec les États. Donc, il y a des petites marges de manœuvre, de détails, de mise en place. Des formes, des appellations, des détails. Donc tout ça, donc, le marché intérieur, la politique sociale en général. Et là, j'aimerais bloquer sur les gens, du coup, c'est vraiment quelque chose de capital. Tout ce qui concerne les retraites, tout ce qui concerne l'emploi, mais il faut pas s'adresser à M. Hollande, hein, ou à M. Sarkozy avant lui. Ils décident pas, ces gens, de ça. Personne n'en a conscience. Ces gens-là surfent sur l'idée qu'ils sont toujours maîtres de ces choses-là. c'est tout de même bien l'importance qu'on veut montrer par là, je pense que c'est partagé par toi aussi Romain, c'est qu'au-delà de l'avis de oui pour ou contre l'Europe, machin, etc., c'est vraiment pas ça. l'intérêt qu'on a pour ces sujets-là qui doit être modifié, enfin selon moi en tout cas, c'est l'intérêt qu'on a pour ces sujets-là qui devrait être remis sur le devant de la scène. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de l'Europe, et bon, j'en suis, moi je vais témoigner modestement toujours de ma situation et de mon âge et de mes fréquentations, mon entourage ne s'intéresse pas, enfin les jeunes, je trouve, ne s'intéressent pas assez à l'Europe, à vraiment son fonctionnement simple, son fonctionnement, essayer de simplifier son fonctionnement, la compréhension de ce fonctionnement, essayer de savoir qu'est-ce qui se décide à quel niveau, vraiment reprendre conscience de ça, parce que si on parle d'état fédéral ou de quelque chose d'hypothétiquement beau qui nous dirige, on pourrait vraiment se poser la question, mais il faut vraiment s'y intéresser avant de juger si c'est bon ou pas bon. Enfin, il faut vraiment comprendre Surtout comment ça savoir fonctionne. qui est en pouvoir de décider de quoi. Renaud Avant est de retour. reprocher à quelqu'un une politique, Renaud est de retour. Vas-y, Renaud. Pour tester votre culture générale, et Romain il a pas le droit de répondre. Bon. Et ceux qui ont la réponse à travers la conférence, il la répond pas. Mais vous estimez à combien le nombre de pages de la législation européenne en A4 recto verso? Vous pensez que ça représente combien de pages? Combien de centaines? De la combien milliers législation pages, combien... Ouais, la taille de Mais je l'ensemble pense, de la législation honnêtement, européenne. bon, je suis très malin. Non, Du mais coup, c'est du coup, une je pense que boutade en même c'est, temps, je mais- pense que c'est un petit piège. Du coup, je pense que c'est très court en fait. On a tendance à penser que c'est très long, et je dirais que c'est très court. Vas-y. Juste pour se rendre compte que quand la Bulgarie rentre dans l'Europe, combien de pages les juristes bulgares doivent assimiler pour pouvoir comprendre le droit européen. Alors les d'accord. estimations, Johan, tu dirais combien? Vas-y. Tu peux répéter le nom? Le nombre de pages, non, mais de culture générale, c'est un petit quiz, le nombre de pages T'as que pas tu le droit penses de qu'il y a taper dans la sur ton législation européenne. Comme ça, avant, Là, En une langue, dans une langue. ouais, dans une langue. Ce qui te passe par la tête, Non, un chiffre. le nombre de pages de Je sais réglementation pas. par Je jour. dis un chiffre Même, comme ça, c'est t'imagines à par combien de jour, pages de législation Ah, par européenne? jour. une dizaine? Non, en tout, dans l'histoire. Une dizaine. Une dizaine de pages, ok, j'en sais tu dis rien. combien? Bah peu du coup. Ok, et toi tu dis combien? Moi je dis que s'il pose la question, c'est que ça doit être beaucoup. Alors moi je vais dire Ah. 3000.
Tu peux rajouter 2 zéros, c'est quasiment 300 000 pages aujourd'hui, je crois. On était à 240 000 il y a 5 ans. Et ça 300 000 les statistiques, là je l'ai plus en tête, mais c'est des milliers par jour. 300 000 pages. C'est des milliers par jour. C'est-à-dire, en fait, c'est retranscription du droit dans les pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut que ce soit écrit dans toutes les langues, amené à tous les gouvernements, que tous ces gouvernements les mettent en place, de toutes les régions de chacun des pays, de tous les intermédiaires qui ont nécessité de le savoir, de tous les représentants, les commissaires, les membres du conseil, les parlementaires. Chaque fois que le moindre petit mot est décidé, le moindre petit truc, c'est une foultitude, à chaque fois c'est un pavé comme ça, distribué, bon, du coup, des agents pour le faire. Bon, du coup, on essaye d'intéresser les citoyens à la question de l'Europe, et là, en fait, on vient de faire l'inverse, on vient de leur dire que c'était inaccessible, super compliqué. Il y a moyen ça, c'est le. On a envie de dire, c'est la tambouille interne. Mais nous, on s'en fiche, il y a juste les traités à les regarder. La tambouille interne, c'est pas ça qui va nous faire constater si cette chose-là décide de quelque chose ou pas. Donc je poursuis dans ce qu'elle décide. Donc je vous ai dit, les questions sociales, la politique sociale. C'est dramatique de savoir que c'est plus les gens que nous élisons ici en France qui décident de ça. Il faut arrêter de se plaindre à ces gens. Il faut se plaindre à ceux qui décident vraiment des choses. Donc si, en tout cas, on estime avoir raison de se plaindre, je prends pas parti. Oui, selon Romain. Ensuite, la cohésion économique, sociale et territoriale, c'est-à-dire les fonds régionaux. Donc les régions de tous les pays membres de l'Union ne sont plus financées par les pays, mais par l'Europe. Et alors là, petit retournement de situation, à savoir qu'en fait ces fonds, cet argent distribué par l'Europe à nos régions, là, on voit toujours, par exemple, nous ici on est en Midi-Pyrénées, l'Europe s'engage en Midi-Pyrénées, les fonds régionaux, grâce à l'Europe, plein d'associations marchent, etc. Mais en fait, d'où viennent-ils ces fonds ? L'Union européenne, en soi, si vous voulez, c'est des bâtiments, quoi, c'est des administrations, des immeubles, ça produit pas de richesse, il n'y a pas de champs, il n'y a pas d'usines, il n'y a pas de... Voilà. Oui, ils viennent des pays co-signataires. Donc en fait, ce sont les pays co-signataires qui délivrent de l'argent à cette union, et cette union ensuite décide qu'est-ce qu'elle fait de cet argent. Et elle en redistribue aux régions. Seulement, elle dit que ça vient d'elle. Mais c'est un fonctionnement, c'est un peu comme la sécurité sociale, quoi. Donc, voilà, c'est un fonctionnement. Mais au moins qu'on sache qui paye, en fait. En fait, ce sont les populations, les gens qui paient des impôts aux États, qui sont obligés de donner de l'argent ensuite. Pour la France, c'est environ 20 et des poussières supérieures, en milliards, si on peut parler de poussières en milliards, qu'on donne chaque année à l'Union européenne, et celle-ci décide de donner quelques-uns de nouveau pour nos régions. Est-ce que c'est pas logique tout ça, quelque part ? Ça pourrait passer par un seul intermédiaire qui serait l'État. On pourrait même envisager le fait, pas d'intermédiaire, on pense ce qu'on veut. Mais cet intermédiaire-là est-il nécessaire ? Je voulais finir d'énumérer les thèmes, peut-être que ça, mais ça ennuie, mais c'est tellement important de comprendre que ce n'est pas les citoyens et les pays ici qui décident des choses. Tout ce qui concerne l'agriculture, on sait à quel point les agriculteurs souffrent, à quel point les petites exploitations ferment, à quel point leur vie est très très difficile. C'est pas le gouvernement français moi je défends pas le gouvernement français, attention, je dis simplement que c'est l'Union européenne qui désormais décide de tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Parlement européen qui lui est élu ? Je vais en parler. Il va finir. Donc si vous voulez, j'ai dû le corps ça, mais bon, l'environnement, tout ce qui est question d'OGM qui tiennent à cœur aux Français, tout ce qui est préservation de l'environnement, faune et flore, etc. Tout est décidé par l'Union européenne. Les parlements nationaux n'ont pas de pouvoir en matière de ce genre de questions. Protection des consommateurs, transport, énergie, je passe les détails. Donc pour le Parlement, et j'en viens à ce que me demande Chris, donc ce qui concerne le Parlement, il faut que je dise un mot sur la Commission européenne pour bien comprendre. Vous savez qu'il y a les élections européennes ici, on élit des députés européens qui vont au Parlement européen, on pourrait se dire, très bien, ils nous expliquent que c'est plus le pays mais l'Union qui décide de ça. Si c'est les députés qu'on élu, pas de problème à la limite, si on est dans le schéma démocratie moderne et qu'on trouve que c'est ça qu'il faut. Donc on se dit, pas de problème. La difficulté qu'il y a, c'est l'article 17. L'article 17 du traité sur l'Union européenne nous dit que la Commission européenne, en fait, a pouvoir sur les actes législatifs. Et même, donc là je vais vous citer, je retrouve le truc exact. Voilà. La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union. Elle a le monopole de l'initiative législative. C'est-à-dire que le Parlement ne peut pas émettre de lui-même des propres lois qui seraient ensuite avalisées par lui-même. Et moi, je me permets de présenter un petit livre que j'ai lu il y a maintenant 1 an ou 2 qui s'appelle Circus Politicus, qui a été écrit par 2 journalistes du Monde. Il est vraiment passionnant. Voilà, Christophe Deloire
et Christophe Dubois. Et donc au niveau de la Commission européenne, donc l'organe qui a le plus de pouvoir, la Commission européenne donc composée de 27 ou 28 ministres. Un par pays. Voilà, un par pays. Commissaire. Donc en fait, commissaire, voilà, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de leurs discussions et de leurs travaux est indisponible pour l'intégralité des citoyens européens. C'est-à-dire que même la classe politique européenne n'a pas accès à la teneur et au sujet de conversation qui sont abordés pendant ces commissions. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a simplement une entité qui a eu accès à ça, c'est les services secrets américains qui, avec la NSA, ont mis des micros et ont piraté du système informatique pour pouvoir accéder à la teneur des négociations. Mais l'intégralité, c'est écrit dans ce livre, ils expliquent tout, c'est deux journalistes sérieux, comment l'intégralité des documents et des discussions est inaccessible. Voilà. Donc tu peux aller au Parlement européen, tu demandais tout à l'heure, demander de quoi ils ont parlé hier les ministres européens non élus, et ben tu pourras pas savoir. Ouais. D'accord, bon, ça jette un froid tout de même. Même moi, j'ai un peu du mal à réagir par rapport à ça. Mais d'ailleurs, c'est une énorme critique faite par rapport au traité TAFTA qui est en cours de négociation là. On va y venir à la fin de l'émission. Ouais. Donc du coup, le principe de la séparation des pouvoirs établi par Montesquieu. Montesquieu qui définissait l'idée que si ces principes ne sont pas respectés, il ne s'agit pas d'une démocratie mais d'une dictature. C'est ainsi qu'il l'énonçait lui. Donc sous le Montesquieu disait ça. Sous le mot pour mot. Alors mot pour mot non, allez lire. En tout cas, Montesquieu disait que les trois pouvoirs qu'il avait identifiés à l'époque, exécutif, législatif et judiciaire, doivent être séparés pour garantir une société libre, etc. Et il disait que du coup, si ça n'est pas le cas, nous ne sommes pas dans une société libre, avec ses propres mots de l'époque. Donc je vous invite du coup à le vérifier par vous-même, à aller lire les traités européens, vous verrez que je ne l'invente pas, peut-être vous comprendrez un autre sens que moi, vous viendrez du coup m'indiquer pourquoi je me suis trompé. En attendant... Dans les commentaires de la vidéo. En attendant... N'hésitez surtout pas à nous critiquer. Et pourquoi pas venir, etc. Enfin, tout est possible, on réfléchira à ça, il n'y a aucun problème. Donc on constate que le principe de la séparation des pouvoirs établi par Montesquieu n'est pas respecté, puisque la Commission, comme je l'ai souligné du coup, est l'organe exécutif de l'Union, elle a le monopole de l'initiative législative, elle a également un œil sur le judiciaire, elle n'a pas le pouvoir en totalité, mais elle a des petites clauses qui lui permettent de regarder ce qui se passe au niveau de la justice, et ensuite elle a la maîtrise du calendrier, ce qui est quand même primordial pour une organisation de pouvoir maîtriser un peu ce qui va se dérouler et un petit peu du coup chapeauter la chose et être celui qui décide.